Bienvenue à vous aujourd'hui dans Mélodie de ma vie. Quelqu'un qui nous enchante depuis maintenant quelques 50 ans, facile, quelques 50 ans. Il a été le premier à écrire de véritables concept albums. Il a été le premier à amener la comédie musicale en France à l'époque où ce n'était pas du tout un genre tendance, un genre à la mode. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Jacques Debout. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour Frédéric. Jean-Jacques, nous sommes ici à la SACEM, Société des auteurs, compositeurs, éditeurs de musique. Ça vous évoque quoi, la SACEM? Ça m'évoque d'abord, moi j'ai connu celle de la rue Chaptal. Oui, j'étais pas né. Que j'aimais beaucoup. Et puis, nous n'étions pas nés. Celle-là, j'y suis venu forcément quelques fois, mais je pense que si vous ne m'aviez pas invité aujourd'hui, je pense que je serais peut-être plus jamais revenu à la SACEM. Mais si une autre personne bien inspirée vous aurait vu. Et puis il y aurait peut-être eu un chèque à pas se prendre, vous savez. Non, mais ces choses-là, non, ils les envoient. Ils mettent des timbres pour... Ils mettent un timbre, oui. Non, mais... Jean-Jacques, on est très content de vous recevoir. Vous connaissez le principe de l'émission. Vous avez en amont choisi 5 artistes qui ont un peu fait ce que vous êtes aujourd'hui. Et puis, on est aussi très heureux de parler de votre actualité. Cette actualité, c'est Jean-Jacques Debout chante Gabin. Oui. Pourquoi cette... d'où est venue cette idée de rendre un hommage sur un album entier à Jean Gabin? Parce que j'aimais beaucoup, quand j'étais évidemment... plus jeune, ma mère aimait beaucoup aller voir jouer Gabin au cinéma. Et ma grand-mère, par contre, qui était très jeune d'esprit, avait un phono. À l'époque, on avait encore les phonos où on changeait les aiguilles. Et elle achetait tous les disques où chantait... Enfin, elle avait tous les disques que Gabin faisait. Avec les chansons qu'il avait fait... D'abord dans des revues comme la revue du Moulin Rouge, où il jouait avec Mistinguett. Il a joué aussi une revue au Casino de Paris avec Joséphine Baker. Et puis, il y avait des chansons. Et... Donc vous avez été un petit peu biberonné avec ça, quoi. Oui, par ma grand-mère. J'écoutais ça chez ma grand-mère, puis ça me plaisait beaucoup. Et puis un jour, j'ai eu envie de chanter les chansons que je connaissais de lui. Et voilà donc ce superbe album qui fait le bonheur de tous vos fans. Jean-Jacques, on va revenir un petit peu au début. À quel moment vous apercevez que vous ne serez pas opticien? Que vous n'allez pas reprendre la boutique de votre papa? C'est jeune, parce que de toute façon, moi je n'aimais qu'une chose, c'est d'écouter les chansons qui passaient, puisque je suis né en 40, et comme... Vous ne les faites absolument pas. Oui, si, mais oui. Je vous assure. Mais comme c'était la guerre, Paris était menacé de bombardement. On m'a emmené à la campagne chez ma grand-mère. Et là, il y avait un petit poste en bakélite et on écoutait les messages du général de Gaulle qui parlait de Londres. En attendant de savoir quand est-ce qu'on pouvait revenir à Paris. Et entre les messages, il y avait des chansons. Et les chansons sous l'occupation, voilà. Ça devait être croquignolesque quand même. Alors, on commençait à entendre Trenet qui chantait Fleur Bleue. On commençait à entendre... Enfin, pas commencer. Enfin, j'écoutais... Je me souviens d'avoir entendu Piaf, c'était en fait, c'est pas loin de ses débuts. Bien qu'elle avait commencé en 1937, elle. Moi, je vous aurais bien vu opticien, en fait. Non. Pour être opticien, il faut être fort en maths. Et moi, comme j'étais zéro pointé, surtout en maths, et puis j'avais 3 ans de retard à l'école, donc mon père s'apercevait d'année en année que j'allais pas pouvoir être opticien. Ce qui l'a fâché quand j'ai eu 16 ans, il m'a dit, puisque tu n'as même pas ton certificat d'études, tu vas quitter la maison et tu vas aller habiter dans une petite chambre qu'on appelait des chambres de bonne. Oui, Saint-Mandé, c'est fini. Oui, c'était là, Saint-Mandé. Alors j'ai habité là pendant 4-5 ans. Et puis je suis rentré comme coursier aux éditions Raoul Breton. Des éditions musicales extrêmement... Formidables. Extrêmement importantes. Je suis tombé surtout sur Raoul Breton lui-même. Le patron de cette maison d'édition. Voilà, cet homme qui avait découvert tant d'artistes et qui m'a accueilli comme si j'étais son fils. La rencontre avec Trenet, elle se passe comment? Parce que je pense que vous rentrez dans une chorale à un moment, oui. Vous chantez. Oui, c'est-à-dire il y a eu 2 rencontres avec Trenet. La première fois, je chantais pour un concours de chant qui s'appelait le concours des Poulbeaux de Montmartre. Que vous remportez. Oui, j'ai remporté. Alors, c'était le 1er avril
C'était sur la place du Tertre. C'était pas un poisson. Mais non, c'était sur la place du Tertre. C'était patronné par le journal L'Humanité. Oui. Et Patachou était la marraine, puisqu'elle avait son cabaret. Pas très loin. Oui, rue du Mont-Cenis, juste à côté. Et j'avais choisi de chanter En avril à Paris, que je trouve une mélodie magnifique. Et puis je m'étais dit, pour le 1er avril, c'est quand même bien de chanter En avril à Paris. Je ne vais pas leur prendre la tête avec une histoire. C'était de saison. Oui, oui. Et puis, une fois que j'ai eu gagné, on m'a demandé de rechanter la chanson. Et puis, en redescendant de la petite scène, enfin, qu'on appelle un podium, je sais pas quoi, enfin, moi, je dirais les tréteaux. Un promontoire, enfin... Ouais, oui, ou un socle. Une stèle, une stèle. Une stèle. Et vous rencontrez traîner. Alors, il était là, et alors, avec une petite femme qui riait, et qui me dit « Je suis la marquise, je suis Madame Breton, vous ne me connaissez pas, mais je vous présente Charles Trenet, qui a écrit cette chanson. » Et alors il me dit « Bonjour, oh, il me dit « Vous la chantez mieux que moi, cette chanson, En avril à Paris, vous devriez en faire le disque. » Et puis il se retourne vers Madame Breton, il lui dit « Écoutez, marquise, vous devriez revoir ce garçon, parce qu'il a vraiment une jolie voix, et il chante très bien, il chante mieux que moi. » Alors moi, évidemment, je commençais à rire, parce que je me disais... Je ne pensais pas que Charles Trenet allait dire que je chantais mieux que lui. Enfin, mais ça devait être pour vous, ça devait être un rêve éveillé à ce moment-là. Oui, j'en croyais pas mes oreilles. Et puis il m'a dit, si vous voulez, on va prendre un verre chez Patachou, qui est une grande amie à moi. Et Madame Breton dit, ah oui, Patachou, c'était mon ancienne secrétaire. Et vous aviez 14-15 ans à ce moment-là? Là, j'ai 14 ans et demi. C'est un rêve éveillé, quoi. Donc vous vous retrouvez intronisé chez les grands, quoi. Oui. Et puis je suis donc reparti voir Madame Breton, disons 6-8 mois plus tard, après ça. Et alors là, j'allais avoir 15 ans. Hein. Et puis elle me dit, vous savez, je cherche un coursier, est-ce que vous êtes motorisé? Alors, donc c'était plus chanteur, là. Non, elle voulait un coursier. C'est un coursier. Et puis elle me disait, oh là là, la voix que vous avez, on va s'occuper de vous. Mon mari voudrait vous entendre chanter, on va s'occuper de vous. Jean-Jacques, j'aimerais qu'on parle un petit peu de votre enfance et de ces années de pension au collège de Juilly. Vous allez faire certaines rencontres qui vont vous marquer pour toute la vie, notamment un certain Jacques Mérine. Voilà, Jacques Mérine. Alors j'avais connu dans le car qui nous menait au collège. Et puis le hasard avait fait que je m'étais retrouvé à côté de lui, mais je ne savais évidemment pas qui c'était. Alors le car démarre, et puis... sur la route de Meaux, puisque Juilly, c'est tout près de Meaux. Et puis il me dit, tu t'appelles comment, toi? Alors, il avait 8 ans et moi, j'avais 7 ans. Je lui dis, je m'appelle Jean-Jacques Debout. Il me dit, tu te fous pas de ma gueule? Non, c'est pas un nom, c'est comme si moi, je m'appelais Assis. Il me dit. Je lui dis, non, je promets, c'est vraiment mon nom. Et toi, tu t'appelles comment? Alors il me dit, moi, je m'appelle Jacques Mérine, mais mes copains m'appellent Jackie. Alors appelle-moi Jackie. C'est comme ça qu'on a commencé notre conversation. Et puis, 3 mois plus tard, on servait la messe ensemble à la collégiale du collège. Et puis, il commençait à faire des blagues. Des crapauds, je crois. Oui, non. C'est-à-dire, il avait glissé un crapaud dans le ciboire du prêtre. Au moment où il a ouvert le ciboire pour faire communier les élèves. Il y a le crapaud d'abord qui est sorti, qui s'est mis à cavaler dans l'allée centrale de la collégiale, avec tous les élèves qui partaient en courant, en hurlant, qui partaient dehors en courant et tout, avec le pauvre curé qui était là avec son ciboire, et il n'y avait plus d'élèves pour prendre les hosties. Mais je vais écrire un jour toutes les blagues qu'il faisait au collège, et toutes les blagues que je connaissais de lui, adolescent. Et il était encore enfant. Quand on a 8 ans, on est encore un enfant. Mais moi, bien sûr, je préférais toutes les blagues qu'il faisait au collège que ce qu'il a fait ensuite. Enfin, ce qu'il a fait. Ça a été un peu romancé quand même. Hein. Vous le retrouvez des années plus tard? Oui. Au Canada? Oui, je viens chanter donc aux Patriotes pendant 1 mois et demi avec Barbara. Je fais la première partie de Barbara. Barbara, la chanteuse. Barbara pour laquelle, j'avais bien compris, Barbara pour laquelle vous avez composé certaines chansons. Ça, on ne le sait pas forcément que vous avez... Si, on a fait 6 chansons ensemble.
Mais ça doit être absolument génial d'être chanté par une telle interprète. Bah oui. Bah oui, puis c'est elle qui la première qui me l'a demandé, mais elle les a très très bien chantées du reste. Et donc, c'est avec Barbara que vous retrouvez trace Oui, alors on faisait la place on a fini par 4 concerts à la Place des Arts. La Place des Arts, c'est un peu comme le Palais des Congrès, mais à Montréal. L'endroit incontournable de la chanson à Montréal. Voilà. Et alors, là, le premier soir, moi je dis à Barbara, je te retrouverai plus tard au petit restaurant où il y avait on était dans l'hôtel La Salle, là-bas. Il y avait un petit restaurant dans l'hôtel. Et des fois, moi, je repartais et on se retrouvait pour dîner ensemble. Et puis, je sors et il y a un garçon qui vient vers moi, que je ne connaissais pas. Je le revois en imperméable, en cuir noir. Il me dit c'est toi, Jean-Jacques Dabord? Alors, je dis oui, oui. Hein? Il me dit, viens voir et tout. Moi, je lui dis, non, mais je suis fatigué, je vais rentrer. Je rentre à pied à mon hôtel et tout. Et je n'avais pas fini de parler, qu'il m'avait déjà ficelé, il m'avait déjà attrapé. Il m'a balancé à l'arrière d'une voiture. Et à côté de moi, il y avait un homme cagoulé. Enfin, c'était pas une cagoule, c'était un espèce de passe-montagne qu'il avait déroulé jusqu'en bas. On ne pouvait pas voir ses yeux, rien du tout. Et puis, il criait « Fonce, fonce !» au chauffeur et tout. Alors, le chauffeur conduisait comme un fou sur l'avenue de Sherbrooke. Et j'ai cru même qu'on allait rentrer dans une vitrine. Ah oui, puis la voiture est partie dans la forêt. Il l'a fait aller dans la forêt. Et à un moment, il y avait une espèce de petite auberge. Vous avez dû mourir de peur. Ah bah oui, je me disais, qu'est-ce qui m'arrive? Je me suis dit, ça y est, je suis pris en otage. Je vais me prendre une balle dans la figure, et puis voilà. C'était terrible, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Et puis la voiture s'arrête devant cette espèce de gargote qui s'appelait chez Clairette. Ça s'allumait en vert comme ça, je revois, chez Clairette. Et puis il me dit, retourne-toi. Je me retourne, puis après il me dit, retourne-toi. Donc je me retourne vers lui, et là, il me dit « Regarde », en truquant sa voix, pour pas que je reconnaisse sa voix. Et puis, il soulève son passe-montagne, enfin. Et je lui dis « Mais Jackie, qu'est-ce que tu fais ici ?» Et je lui dis « C'est toi qui m'as fait cette blague-là, j'ai failli avoir une crise cardiaque. » On l'aurait à moi, oui. Ouais. Et il m'a dit « Oui, oui, parce que tu sais, je suis en cavale, si on me voit, je suis un homme mort. Et comme j'ai vu ton nom marqué sur le parvis du théâtre, j'ai dit à mon bras droit, enfin à mon homme de main, il me dit tu vois, Jean-Jacques Debout, c'était mon copain du collège de Juilly avec qui je servais la messe. Et je m'emmerde tellement ici que j'aimerais bien le revoir pour passer un bon moment avec lui. Et il est venu vous voir sur scène alors? Oui, il est venu le lendemain. Il est venu non seulement me voir moi, mais il est resté aussi pour voir Barbara. Et après, j'ai menti à Barbara, je lui ai dit, j'ai un copain que j'ai retrouvé, que je n'avais pas revu depuis le collège de Juilly, est-ce que ça t'embête si on dîne avec lui? Ce soir, elle me dit, non, si c'est un ami à toi, bien sûr. Et tout. Et puis on a été dans un restaurant dans le Vieux-Montréal, place Jacques-Cartier, qui s'appelle Chez son père, et enfin qui s'appelait à ce moment-là Chez son père, je ne sais pas s'il existe toujours, mais... Et puis là, je lui ai présenté mon copain Jackie. Et puis elle lui a dit, mais qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Non, à Montréal. Oui. Elle avait vu qu'il était français. Oui. Elle avait vu qu'il n'avait pas l'accent. Et puis, comme il lui avait dit que je servais la messe avec lui, il lui avait déjà raconté, je suis un vieux copain de Jean-Jacques, ça me fait plaisir de le voir et tout. Et puis il la regarde et lui dit, quant à vous, vous me rappelez des souvenirs, parce que en France, il y a une femme que j'aime et elle me manque beaucoup. Et vous ne pouvez pas me chanter « Dis quand reviendras-tu » il lui dit. À table au resto comme ça? Oui, à table, bien sûr. Et alors, et en plus, il était à côté d'elle. Elle était là où je suis moi et lui, il était là. Et alors, elle lui dit « Écoutez, non, je suis désolé, mais je ne chante pas à table et encore moins avec la bouche pleine. »
Et il lui dit « Ah bon, tu veux pas me chanter, dis quand reviendras-tu » Elle lui dit « Non, je viens de vous répondre ». Et là, il lui met ses mains autour du cou et puis il fait comme s'il voulait l'étrangler. Oula. Alors, non, mais il m'avait fait un coup d'œil. Il valait mieux. Moi, j'ai attrapé le bras, je lui ai dit « Jackie... » Alors, Barbara me regarde et elle me dit « Mais t'en as pas un autre à me présenter aussi comme ça ?» Je vous remercie vraiment pour tous ces souvenirs, pour toutes ces anecdotes que vous nous avez racontées. Je vous remercie pour ce beau cadeau, pour ce nouvel album, hommage à Jean Gabin. C'est quoi votre prochain rêve, Jean-Jacques? Mon prochain rêve... Artistique, j'entends. Bah, c'est de mener à bien cette œuvre que j'apprenais quand j'étais petit à l'école paroissiale de Saint-Mandé. La première fois que j'avais lu le livre, c'était là. C'était Poil de carotte. Que vous êtes en train d'adapter. Oui, de Jules Renard. En comédie musicale. Oui, je l'ai fini. Mais là, maintenant, je suis en train d'ajuster les textes d'enchaînement, ce qu'on appelle ça. Alors, et vous savez quoi, Jean-Jacques, on va se quitter pour aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines, dans quelques mois. Vous êtes ici chez vous, à Mélodie, pour venir nous reparler de cette œuvre que vous êtes en train d'achever et qu'on espère voir sur scène bientôt. J'espère aussi la voir, mais vous savez, aujourd'hui, c'est tellement difficile. C'est très difficile, mais prions le ciel qu'il y ait une belle étoile qui brille pour Poil de carotte. On va le prier, en tout cas, Jean-Jacques. Merci mille fois. À bientôt. Encore une fois, vous êtes ici chez vous et merci d'avoir fait une petite escale dans notre studio ici. C'est moi qui vous remercie. Merci, Jean-Jacques. Merci.